transition, troisième en 1980, en 2015, vainqueur en 68 et en 74. J'ai pas bien à la CAN. Ce somme-là, c'est pour parler de RDC par rapport à la CAN et de la CAN par rapport à la RDC, puisque en 20e participation historique, qui place la RDC des nations qui ont le plus faire la CAN. On sera fixé sur l'adversaire pour cette 34e édition qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Et si nous sommes là, nous avons consacré tout un numéro, toute une édition pour parler de la CAN. Bien avant ça, la transition. Pour ces numéros spéciaux de Parlons Foot, parler de la maison aujourd'hui, c'est le tir de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Dans quelques heures, nous allons partir quelque part. Cette ville, pas une grande ville, c'est une ville surnommée le sucré, espérant qu'elle va transmettre sa prochaine CAN qui se tiendra dans son pays. Imagine la commune de Port-Boué pour joindre les parcs des expositions, édifices inaugurés depuis le 17 juillet 2023, où se tiendra l'étoile de sort de la CAN. Bien avant ça, nous allons parler de notre sélection nationale. Et nous sommes avec qui? Nous sommes avec Emeraude Kamba, analyste maison. Nous sommes avec Niskins Longri, mais il est également présent parmi nous pour cette première, pour cette deuxième saison. C'est bien sûr Genovic Lumunali. Bonsoir Christian Simard, bonsoir à tous les téléspectateurs de Parlons Foot. Je crois que ce soir, cette grinta-là qui est en train de monter, cette adrénaline, nous tous nous attendons voir quand est-ce que la RDC, avec qui la RDC sera fixée ce soir pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui est en ligne de mire déjà. Et nous sommes tous dans cette ferveur, dans cette effervescence-là. On sait déjà à quoi s'attendre. Un groupe de la mort, un groupe abordable. On va le voir tantôt ici. Il s'est projette déjà vers l'avant. Ce soir, il joue un jet à la verticale. Contre-attaque, il est rapide et vite tout à coup marquer le but. Mais soyons posés puisque nous avons encore un très long moment ensemble. Il est également présent, Niskins Longri. Un mot à dire, Niskins, avant d'entrer dans le vif du sujet. Bonsoir à Smart, bonsoir à tous nos téléspectateurs aussi, à Genovic, je dis bonsoir et à Emeraude Kamba. Je pense que nous allons passer du très beau moment à ce tirage au sort que la RDC va connaître ses adversaires pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir en Côte d'Ivoire. Pour cette 34e édition, la RDC doit aller chercher à faire mieux que 2019, 2017 et 2015, pourquoi pas aller en finale remporter cette troisième étoile, synonyme de montrer aussi sur le continent que la RDC est de retour bel et bien sur le continent en matière footballistique. Merci à toi Niskins. Le Congo a du talent et pour ce qui est du talent, l'âge n'est qu'un chiffre. Il s'appelle Emeraude Kamba, une pépite de la presse sportive. Ce soir, c'est dans la peau du co-présentateur. Bonsoir Emeraude. Bonsoir Smart. Déjà bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments. Vous m'avez gratifié, je suis très heureux d'être ici sur ce plateau et bien sûr je salue aussi toutes les personnes qui nous suivent en ces moments, de partout où vous êtes. Et comme vous savez, on est ici pour ces tirages, on va partir des côtés de la Côte d'Ivoire, mais on va rester dans notre champ, les léopards. Les léopards, nous sommes exactement à 19h59 en principe, cette cérémonie qui devrait débuter à Abidjan à 20h, juste heure de Kinshasa. Va se poursuivre après plusieurs minutes et nous allons pouvoir avoir les relais dans les prochaines minutes. Mais bien avant ça, alors que la cérémonie commence, nous allons parler des léopards. Les décors plantés, les analystes sont présents. Nous sommes tout flammes à la présentation. Les techniciens sont là. C'est le temps de parler du football, une édition consacrée aux léopards. Alors, tout à l'heure, je l'ai vu que tu as déjà abordé plusieurs fenêtres. Mais nous avons remarqué que depuis la fin de l'année 2022, les léopards, beaucoup plus d'organisation, on sent que les choses évoluent, tant d'un point de vue management, même d'un point de vue communicationnel. On sent un certain professionnalisme depuis un moment. Est-ce qu'on peut dire que ce professionnalisme est l'essentiel jusque-là est fait ou le chantier est encore bon? Oui, ça bouge de partout depuis 2023, depuis le mois d'avril 2023, je veux le signaler parce que les sabres est venu bien avant avec le senior, mais le Connor est venu au mois d'avril. Maintenant, il y a une vision, il y a cette volonté. Vous prendre le verbe, vous attachez cette organisation remarquée à des sabres, au tandem des sabres. Oui, je veux essayer un peu d'équilibrer, c'est-à-dire mettre
chaque place, chaque personne face à ses responsabilités. Exactement. Et Sabre est venu, il a trouvé un vaste chantier, au-delà du fait que l'équipe était en lambeaux, au-delà du fait que la sélection sur le terrain était en train de tituber, mais aussi en interne. Dans la cuisine, ça fonctionnait presque pas. Il n'y avait pas cette formule, il n'y avait pas cette mayonnaise là qui faisait à ce que l'équipe puisse trouver cet appât là pour attirer les joueurs. Raison pour laquelle les Sabres est venu d'abord avec cette vision de professionnalisme, cette vision de faire que la RDC, la sélection nationale, puisse avoir la même longueur d'onde que d'autres sélections africaines. Je vois le Maroc, je vois l'Algérie, je vois l'Afrique du Sud. Mais non, quand il est venu, il a essayé de le proposer. On va voir une image, comment est-ce que les rassemblements, l'ambiance, ce n'est pas si loin de ce qu'on voit à Clairefontaine finalement. Oui, c'est pas si loin, c'est ça que tout le monde voulait voir de cette nation. La RDC était vraiment derrière. Aujourd'hui, quand je vois une sélection congolaise vivre avec des moments comme des insides, voir les à côté, voir quand est-ce que les joueurs arrivent, comment est-ce qu'ils arrivent, comment, dans le cadre dans lequel ils se trouvent, moi je me dis que nous sommes transportés dans le pays de rêve. Toi d'ailleurs, tu m'as dit en off, on parlait, et que Mauricia est transporté à Kin, et à la fois Kinshasa est transporté à Mauricia. Exactement. Mais à l'époque, on était à peine de voir la RDC même jouer. Quand il était ici à Kinshasa, on ne savait pas à quoi ressemblait le chambre, Justement, à quoi ressemblaient les équipements, à quoi ressemblait l'aspect physique. C'est que le joueur présente l'air en fait qu'il présente lorsqu'ils arrivent au lieu de l'internement. Donc c'est en gros ça ce que tout le monde attendait, c'est le côté communicationnel, cette touche communicationnelle ajoutée par le Sabre avec les agences qui les accompagnent, parce qu'à l'époque ils étaient accompagnés par une agence dont j'étais les noms pour ne pas faire sa publicité, mais aujourd'hui je crois que ce n'est plus cette agence là qui l'accompagne, c'est une autre équipe qui a été adjointe, parce qu'il y a une touche un peu plus particulière. Donc ça fait que le puzzle puisse être bien agrémenté en vue de vendre la meilleure image de la RDC sur la scène africaine, pourquoi pas internationale. Belle contribution en tout cas en guise de préambule pour le premier acte de cette émission. Niskins Longri, lorsqu'il est arrivé à la tête de cette sélection, Sébastien Desabre n'était pas appelé que sélectionneur. On sentait un deuxième terme qui était en train de naître dans le lexique du sport congolais, sélectionneur-manager. Serait-ce pas l'avantage d'avoir au sein d'une sélection, au sein ou à la tête de la tanière, un sélectionneur qui n'est pas seulement sélectionneur, mais qui a une touche managériale, une touche management pour manager l'équipe, pas seulement d'un point de vue organisationnel, mais aussi pour pouvoir convaincre d'autres à pouvoir rallier la tanière, parce qu'on s'est dit actuellement, quand même, les Léopards, c'est toute une structure. Oui, déjà à son arrivée, il a quand même apporté sa touche du côté management. Il a quand même essayé d'appeler quelques nouveaux joueurs pour rejoindre la sélection, parce qu'à l'époque, on décriait vraiment trop. Ibenge, il a apporté ce qu'il pouvait apporter. Il y avait quand même une petite chute. Après les départs de Ibenge, il y avait le vieux, le nom qui m'échappe un peu, le vieux qui était avec les U20, Sengibiembe qui était là. Donc on a quand même senti cette baisse du régime du côté des Léopards, et Hector Cooper qui est arrivé, il a quand même essayé, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, on a quand même Sébastien Desabre qui essaie d'apporter sa touche du côté professionnel. Même si vous voyez du côté, quand même, il vient de relever Genovic, du côté communication. Vous allez sentir qu'aujourd'hui, l'équipe des Léopards de l'RDC, du côté communication, on a quand même maintenant, on voit maintenant ce qu'on cherchait déjà à l'époque. Aujourd'hui, Sébastien Desabre, moi, je le trouve quand même un entraîneur qui connaît quand même ces milieux africains. C'est ces milieux que les Congolais qui avaient quand même un peu négligé du côté communication. Il a apporté sa touche, et lui-même aussi en tant qu'entraîneur au niveau tactique, technique, il a apporté aussi sa touche. Mais je pense qu'avec Desabre, nous allons aller plus loin. Mais pour le moment, je pense qu'il peut apporter aussi quelque chose, mais ils doivent aussi affronter les grandes écuries de l'Afrique, parce qu'il n'a pas encore affronté. Pour moi, je trouve qu'il n'a pas encore fait mieux que Ibenge, et aussi d'autres sélectionneurs qui sont passés. Mais pour moi, il doit d'abord affronter des grandes nations, entre guillemets le Sénégal, l'Égypte, les Cameroun, la Côte d'Ivoire. Mais on croise les doigts
Et aussi, on verra le tirage au sort, comment il va se comporter même durant ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Justement, durant ces éliminatoires de la Coupe du Monde et aussi pour la CAN, on espère encore compter sur l'expertise de Sébastien Desabre pour bien étudier ses adversaires avec qui il va évoluer dans un même groupe. Nous allons les connaître dans tout au plus inert et affinité. Mais pour l'instant, nous sommes encore avec Genovic, Niskins et bien sûr Emeraude Kamba. Ils ont parlé d'organisation. Je ne te préférerais pas l'occasion également de pouvoir apporter ta touche par rapport à cette thématique-là. Bon, moi je pense que dans l'organisation, il y a quand même cet aspect qu'on dit, les renouvellements, parce que voilà, on ne dit pas des choses que les Léopards ont fait jadis dans le passé, mais après cette équipe de l'RDC manquait aussi un tout petit peu les atouts importants, les atouts majeurs, mais qui sont minimes, qui n'étaient pas la préoccupation des organisationnels, qui n'étaient pas aussi la préoccupation de personnes qui pouvaient avoir les pouvoirs. Et aujourd'hui, on a peut-être cette occasion d'avoir des personnes qui connaissent tout cela. Donc on pense à cet aspect communicationnel, on pense à cet aspect managérial, on pense à cet aspect aussi d'avoir une équipe qui peut se construire dans la durée. Et aussi aujourd'hui, avoir une sélection non seulement limitée en dehors de la CAN, non seulement se limiter après la Côte d'Ivoire, aussi avoir aussi une sélection qui va remplacer notre sélection. D'abord cette multitude de générations qui fait en sorte que voilà, on arrive à avoir une certaine alternance. Oui. Et cette alternance doit être automatique. Voilà, avec le jeu. Aujourd'hui, on a Gaël Kakuta qui est blessé, remplacé par un jeune Jonathan Okita. Ça prouve à suffisance que l'RDC Kakuta, voilà, c'est RDC. Donc moi je pense qu'il y a déjà cet aspect-là qu'on a évoqué tout le temps, qui est maintenant en face de l'RDC. Et aussi, il y a aussi cette manière de remplacer à chaque fois les générations. On avait du mal peut-être à le dire comme ça. On avait entre guillemets de vieux à la sélection. Donc aujourd'hui on avait besoin de ces renouvellements, on avait besoin de ce rajeunissement de la classe sportive, on avait aussi besoin de cette politique managériale. Donc à la RDC, moi je pense qu'aujourd'hui il y a tout. Et il faut, au-delà d'espérer les classes supérieures, moi je pense qu'on ne doit pas se limiter d'abord dans le moyen parce qu'il y aura des projets. Et je pense qu'avec les sélectionneurs, Sébastien Desabre, qui a une touche un peu différente par rapport à ses prédécesseurs, je pense que toutes les choses vont s'arriver. Alors on ne manquera pas de dire un grand merci à tous ces autorités qui ont permis à ce que la RDC puisse en tout cas s'inscrire dans les standings. C'est vrai que lorsqu'il y a des couacs, on essaie de décrier, mais lorsque c'est bien fait, ce n'est pas si mal d'apporter des remerciements et pourquoi pas des compliments. Grand merci au CONOR, au comité de normalisation qui ne cesse de consentir en tout cas des efforts. Grand merci au ministère des Sports chapeauté également par François Kaboulou Mona Kaboulou pour ces renouveaux que nous sommes en train de sentir au sein du football. Et moi mon souhait c'est que ça ne se limite pas seulement au football mais que ça puisse contaminer tous les autres sports. On a parlé des sabres par rapport à l'organisation, à ce qu'il a apporté, mais concrètement sur le terrain, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ces coachs? Puisqu'on se rappellera que la RDC était sur une mauvaise passe, des sorties, des défaites lors des 2 premières journées pour cette campagne d'élimination. Finalement, le sauveur portait un nom. Il s'appelait Desabre. Tu partages mon avis, Genovic? Bien sûr, je partage cet avis parce que le résultat sur le terrain part de lui-même. Les résultats approuvent à suffisance que c'est Desabre qui a fait sortir la RDC de son sépulcre et qui l'a amené là où il s'y trouve en ce moment. Parce que moi déjà, je me souviens, c'était je crois le mercredi, j'ai intervenu dans une station radio, je disais que Sébastien Desabre est ce messie pour la sélection nationale congolaise. C'est lui qui est venu sauver la RDC. Parce que sans Desabre, sans le discours de Desabre, je ne pense pas que la RDC aurait été à la CAN. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on allait parler de la RDC parmi les équipes qui seront tirées d'un moment à l'autre pour la Coupe d'Afrique des Nations ivoirien 2024. Donc c'est Desabre qui a essayé un peu de faire renaître l'espoir dans le cœur des Congolais. Le Congolais qui était jadis désespéré, le Congolais qui ne pensait plus à son équipe nationale, mais aujourd'hui, les Congolais, on peut se bomber les torses en disant que la RDC est de retour au niveau africain, parce que les résultats, oui, la RDC est de retour. Allez, à chacun son tour, je l'affirme et je le redis que la RDC est de retour. Pourquoi? Parce que déjà quand tu vois comment est-ce que la RDC a gagné la Mauritanie. Aujourd'hui la Mauritanie c'est la seule nation qui a battu, qui est ressortie du knock-out avec ne serait-ce qu'un point. Oui, l'équipe mauritanienne ne concède pas de défaite chez lui. Et c'est cette équipe mauritanienne qui monte en puissance, même au niveau du football local. Quand vous êtes face à la Mauritanie aujourd'hui, vous devez vous attendre à des matchs de haut niveau très élevés. Ils ont un club aligné évidemment, il y a Libou qui va jouer la Champions League. On ne peut pas quand même négliger le football mauritanien qui est en train d'aller
petit à petit, mais sur de bonnes marches, sur de bonnes rails. Et en ce moment, quand un Sébastien Desabre arrive à contendre une sélection comme la Mauritanie, et sur le terrain, et dans le bureau, on doit quand même féliciter cet homme. Parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on peut gagner sur tapis vert. Simard, tu es là, depuis que vous êtes dans le rouage du football. Qui est ces jours où la RDC a gagné une bataille administrative? Alors, Niskas Langlais qui n'est pas d'accord avec Génévique de Bounagno, qui va laisser une question comme ça en suspense, en délibéré, laquelle je ne vais pas répondre. Je ne voudrais pas répondre en tout cas cette question. Mais Niskas Langlais, on est dubitatif par rapport au fait que la RDC ait des retours sur la scène continentale. Je pense que dans les prochaines années, nous allons aborder ces sujets-là. Mais déjà, si on a des choses à reprocher à Adessa, d'un point de vue identité tactique, y a-t-il des reproches à faire? Oui, il y a quelques reproches à faire. En tout cas, on est curieux. Moi et les nous sommes curieux. Par rapport à sa façon ou à sa manière de faire les choses. D'abord avec... jouer ou organiser? Si vous regardez le match de la République du Congo des Léopards lors de la 3e, 4e journée, 5e, vous allez voir qu'il est RDC. 3e, 4e, 5e, 6e journée, vous allez constater que l'RDC a joué lors de la 3e journée face à la Mauritanie, la chancellement, on n'a pas joué. Au niveau tactique, au niveau la Mauritanie, niveau tactique, moi je ne dis pas du match retour. Match aller, la RDC a joué. Lors du match retour, on n'a pas joué. On n'a pas joué niveau tactique. Il y avait zéro. Lors de la 5e journée, nous avons marqué 2 buts. La RDC n'a pas joué. Encaissé pour ne pas concéder. Mais concéder, comment nous avons que 3 points? Le scénario du match a été bien préparé par Desabre. Allez, c'est fight. Desabre savait que tu peux me permettre de finir. Tu peux me permettre de finir les idées. Tu peux me permettre. Je peux parler. Donc lors de la 4e journée, l'RDC n'a pas joué. Lors de la 5e journée, nous avons marqué 2 buts, nous n'avons pas joué. Lors de la 6e journée, ici au Stade des Martyrs, l'RDC n'a pas joué. Quelle stratégie? Une équipe qui... Donc que ça apporte... Non, on doit aussi voir beau football avec la RDC. Parce que la RDC joue au football. La RDC, c'est des passes. La RDC, c'est la grinta. Si on s'en tient à ce que tu dis, tu reproches n'apporte plus rien. Offensive. Oui, Desabre, chaque fois je passe dans des émissions, je vous dis, Desabre doit me convaincre là quand il va jouer les top équipes en Afrique. On parle du Sénégal, le Cameroun, on parle de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, on parle du Maroc. Donc on ne parle pas de la Mauritanie, on ne parle pas du Soudan, on ne parle pas du Gabon. Si vous regardez le classement, la RDC est devant ces équipes. 12e en Afrique. 12e. Et puis la Mauritanie, le Soudan, le Gabon. Ils sont derrière la RDC. La RDC, avec des sables, pour que je puisse accepter cet entraîneur, il doit jouer les top. Il doit jouer les top équipes. Mais je vous dis, avec Pépé, avec le Pépé, là, j'ai fini. Avec le Pépé, Ayrton Cooper. Ayrton Cooper, il a joué, il a qualifié l'air. Attends, non, c'est très important. Avec Ayrton Cooper, nous avons joué les éliminatoires de la Coupe du Monde. On voyait la RDC déjà au Qatar, mais face aux Lions de la classe du Maroc, on a vu la nudité de la RDC. Okay. On a encaissé 4 buts. Donc ça montre pas que... On a monté Crescendo pour se qualifier comme... Et finir devant le Maroc, encaisser 4 buts bêtement à Casablanca. Maintenant, aujourd'hui, pour montrer aussi de ça, pour nous montrer qu'il est capable, ça sera face aux Sénégalais quand je vois la RDC jouer face aux Sénégalais. Non, on va voir lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Non, faut pas aller comme ça. Si vous allez comme ça, c'est pour cela nous commettons des erreurs. Si nous allons comme ça, nous commettons des erreurs. Merci, messieurs. Hormis son statut de champion d'Afrique, je suis église au milieu du village. Sénégalaise qui est en plein déclin. Je crois qu'avec la régie, bientôt nous allons avoir peut-être les premières images venant de la Côte d'Ivoire. Mais bien avant ça, pour pouvoir vous rafraîchir la mémoire pour ce qui a été ces parcours de la RDC, nous allons revoir respectivement le match RDC Gabon de la 5e journée ainsi que le match RDC Soudan de la 6e journée pour voir ce qu'a été quand même la conclusion de nos héros léopards qui ont arraché la qualification sur le terrain. On suit à l'image. So then to the Stade de Franceville as Gabon hosted Dion qualification group I for the Africa Cup of Nations 2023. In the first half, the best chances certainly all going Gabon's way. Try as they did, simply couldn't
quite find the net when the opportunities presented themselves. Pierre-Emerick Aubameyang on his return from international wilderness. There missed a golden opportunity as well, although he could well have been flagged for offside had he made contact with that one. Another great chance here, a goalmouth scramble and a great save from the goalkeeper who could well find himself being the man of the match here tonight. He made 3 or 4 outstanding saves, did Lionel Nzao. And then the sucker punch. Corner came in, poor marking. Keeper was nowhere. It could have been worse as well. Yohan Wissa, the Brentford forward. More good chances. Aaron Bupenza on this occasion finding his first effort saved. Really well saved by the goalkeeper, and then a flying header just wide of the post. Not his night by any stretch of the imagination. Into the second half, more chances for Gabon. Massive goalmouth scramble here. Replay suggesting, if you look at it just there, the ball may have crossed the line. No goal line technology, and then, well, how about this? Fiston Mayele. What a hit. Left the keeper absolutely stranded. Nearly broke the net. It hit it so hard. First ever international goal for the young African striker. Mémorable en tout cas, c'est match de RDC face au Soudan que nous avons vécu au stade des Martyrs, moi ensemble avec les analystes qui sont présents avec moi. C'était un moment historique, un match épique où nous avons vu Charles Piquet nous sortir une passe millimétrée. Très bel appel de Théo Bongonda, comme le dit souvent les jargons des journalistes, c'est l'appel qui fait la passe. Très bel appel latéral pour mettre dans toute la ligne défensive soudanaise. En tout cas, des très bons souvenirs. Alors, au vu de ce qui s'est passé, Émeraude, deuxième phase de ces éliminatoires de cette campagne, où la RDC monte en puissance, est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces résultats-là pour se dire qu'un effort est prêt pour aborder la CAN? Moi, je pense qu'il faut s'appuyer parce qu'avant
avant ce match, ou bien les 2 premiers matchs, la RDC ne pouvait pas s'appuyer sur ce résultat. Donc on pense à cette défaite ici au Stade des Martyrs face au Gabon, et puis à cette défaite encore une fois face au Soudan. Donc moi je pense qu'au-delà de ces 2 matchs, la RDC peut s'appuyer sur les 4 résultats. Donc les 4 résultats, on pense à cette victoire ici à Lubumbashi face à la Maurite, en déplacement, même si sur tapis vert, il faut toujours s'appuyer, et aussi lors de la 5e journée, la 6e journée. Bon, moi je pense que face au Gabon, on a été un peu plus supérieur parce qu'on avait tous les atouts capables. Supérieur alors que c'est les Gabons qui ont plus joué. Oui, c'était les Gabons, qui avaient la possession, oui, certes. Beaucoup d'occasions franches, mais qui n'ont pas fait C'était le Gabon qui avait l'avantage d'avoir son public. C'était le Gabon qui était dans sa pelouse, mais c'était la RDC qui était ambitieux, c'était la RDC qui n'avait pas du tout envie de perdre. Donc, en cas de défaite, face à cette équipe de Gabon, la RDC déjà éliminée. Donc, on n'aurait pas pu avoir ces résultats de la 6e journée assez plaisants aussi au Stade des Martyrs face au Soudan. Donc même si on parle de ce cadre-là, la RDC peut s'appuyer sur ce résultat. Donc moi je pense qu'au-delà de ces 2 matchs que la RDC a fait, ça a été un peu laborieux, mais sur les 4 matchs restants, la RDC peut s'appuyer directement et espérer avoir ces résultats références. D'émeraude à Génovic pour se poser cette question, après cette campagne, quels seraient les matchs références après ces matchs qu'on a tous vu, ces 4 derniers matchs de la RDC pour la campagne et les éliminatoires. Alors, d'après ton regard d'analyste, c'est quoi ces matchs qui a rapporté les déclics, ces matchs références pour la bande d'Adissa? Contrairement au Mérode, moi je dirais que c'est le match contre la Mauritanie. Pourquoi je m'explique? Match aller ou retour? Contre la Mauritanie. Aller ou retour? Aller, les 2 matchs. Parce que déjà, la RDC, voilà, la double confrontation. La RDC a abordé ce match avec un statut de canard boiteux. C'est-à-dire un léopard blessé à 2 reprises. En cas de défaite, c'est clos, c'est cuit déjà. Parce que la RDC devait normalement revenir à la course. Déjà, à cette époque-là, la Mauritanie menait la danse avec 4 points, suivi du Soudan, plutôt, suivi du Soudan. Le Soudan occupait la 3e place avec 3 points et le Gabon avec 4 points. En cas de défaite, la Mauritanie aurait obtenu 7 points et la RDC serait quasiment éliminée. Déjà. Raison pour laquelle la RDC devait normalement se réveiller. Et c'est ce match-là qui a soufflé un nouveau vent. Parce que déjà, quand tu regardes ce match Christian Smart, tu verras que les joueurs abordent ce match avec un autre mental. Quand tu vois un certain Cédric Bakambu pressé tout au long de la rencontre, ça me montrait qu'ils étaient venus pour penser le play. Déjà, à la veille du match, Cédric Bakambu déclarait ceci au micro de nos confrères de Canal+. Il disait que cette qualif, on ne la loupera pas. Ça traduisait déjà l'état d'esprit que le groupe... L'esprit de la gagne. Voilà. Quoique sur tableau comme ça, on ne partait pas chanceux. Oui, sur tableau, on ne partait pas favori. Déjà, le pronostic n'était pas à notre faveur. Je l'ai dit ici que nous venions avec ces statuts de canard boiteux. Et quand nous nous sommes réveillés, nous sommes sortis de ce sombre-là, ça fait que la RDC a abordé le match contre le Gabon avec plus de facilité en dépit de la pression que nous avions subie à Franceville, en dépit de contre-attaque, en dépit de la domination gabonaise. Ça a permis à ce que la RDC sorte les grands jeux. Donc, les 2 matchs de référence, pour moi, c'est le match contre la Mauritanie à Lubumbashi et le match contre la Mauritanie à Nouakchott. Parce qu'à Nouakchott, nous sommes la seule équipe qui est sortie avec sans laisser de pluie. Une très belle impression. Vous voyez, on a été... On n'oubliera pas ces débats que les Sadok Selmi marquent en premier aussi. Oui, sans Sadok Selmi, la RDC sortirait de ce match vainqueur. Oui. On allait d'ailleurs casser cette légende, ces mythes de Nouakchott où les équipes laissent toujours leur peau. Voilà. Niskens Longué, l'homme de Contravi, qu'est-ce qu'on dirait par rapport à ces parcours, par rapport à cette fin de campagne? Est-ce que c'est un retour qui fait peur? Est-ce que l'image que la RDC a donnée d'elle-même après ces remontades, si on peut le dire comme ça, en 4 journées, est une image qui fait peur à certaines sélections qui aujourd'hui, présents pour certains représentants en Abidjan ou peut-être chez eux dans leur nation, pourraient se dire que l'adversaire à éviter, un des adversaires à éviter dans le pot 2, c'est la RDC? Ah, je pense pas, c'est non, mais quand c'est ça pour laquelle moi quand je dis que la RDC allez-y, mais quand même faut s'exprimer. Ne veut pas. Je pense pas parce que en même temps, je pense pas parce que la RDC était logée dans un groupe
déjà dès le départ d'un groupe facile, mais abordable. Après tirage des éliminatoires, Genovic, laisse-moi évoluer, frère. Laisse-moi évoluer. Allez, vous avez parlé, j'étais calme. Donc la RDC, dès le départ, déjà logé dans un groupe favorable. Déjà, on voyait la RDC peut-être sur les 18 points possibles. La RDC déjà pouvait avoir 15 points ou 14 ou 13 points. Mais lors de la première journée, nous avons perdu ici face au Gabon. Nous avons perdu. Pour aller vite dans ce que tu as voulu dire, c'est-à-dire que la RDC c'est elle-même mise dans une situation compliquée. Dans des situations compliquées. Et il fallait le départ d'Ayrton Cooper et faire appel à Sébastien Desabre. Et quand il est arrivé, il a quand même essayé de faire ce qu'il pouvait faire et ramener la RDC à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour d'autres nations, peut-être ils cherchent ou ces nations cherchent à éviter la RDC. Moi, je pense pas parce que Desabre doit nous présenter d'abord une équipe capable d'affronter ces équipes. Et ces équipes-là, ils sont en train d'étudier la RDC. Et aussi, faut souligner quelque chose. Nous, on faisait peur à l'époque, mais pas aujourd'hui. Nous avons raté la CAN. Nous avons raté la CAN 2021. Donc, on est logé dans le pot 2. Donc, je ne trouve pas que la RDC fait peur dans les 6 premières équipes qui sont dans le pot 1. Donc, je ne pense pas, mais le football reste le football. Et nous allons voir lors de après tirage et durant la compétition, qu'est-ce que la RDC va présenter en termes du football et aussi l'entraîneur, qu'est-ce qu'il va nous présenter en termes tactiques. Allez, voilà, en termes tactiques, qu'est-ce que la RDC va présenter? Miskins Longley a parlé, argument d'autorité, sa boxe avec Genovic Lumunagio. Et Maud Kamba qui fait semblant de ne pas être présent parce qu'il attend un rôle qu'il affectionne tellement, il voudrait se retrouver comme un poisson dans l'eau. Si vous nous rejoignez, sachez qu'à un moment donné, nous allons shifter pour se diriger plus exactement à Abidjan et pour être plus précis à Port-Boué. Cette commune abidjanaise qui va accueillir les tirages au sort de la CAN 2024, ce serait au parc des expositions. C'est un peu comme la Fikine. Dans cette ville, en tout cas grandiose, cette ville magnifique d'Abidjan, surnommée la perle de Lagune. Nous allons aller là-bas dans quelques instants, mais bien avant, nous allons prendre cette transition. Question de vous mettre déjà dans le bain de ces tirages sur transition. On revient tout juste après. Première transition, allez-y. Équipes, 6 poules, 4 équipes dans chaque groupe. Dans le chapeau 1 ou dans les potes 1, on a la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte. Le chapeau D, on a déjà parlé. Pourquoi faire la redondance? Dans le chapeau 3, on a l'Afrique du Sud, les Cap-Vert, Guinée équatoriale, Zambie, Guinée-Conakry, Mauritanie. Dans le chapeau 4, on a Guinée-Bissau, le Mozambique, la Namibie, l'Angola, la Gambie, la Tanzanie. Voilà les 4 chapeaux qui nous attendent en fait pour cette tirage, pour ce tirage de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui se jouera en 2024. Allez, on retient notre souffle pour en tout cas continuer à parler de la RDC ensemble avec nos analystes qui sont toujours présents avec nous. Je rappelle Emeraude Kamba, Miskins Longley et bien sûr l'incontournable Genovic Lumunagio. Je connais très bien son nom en tout cas. Alors on est présent, parlons de l'effectif des Léopards, des cadres qui se sont illustrés, de joueurs qui étaient présents, d'autres qui sont venus, qui ont été appelés. Bref, c'est une équipe de Léopards aussi d'un point de vue effectif qui a connu beaucoup de mutations depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. Est-ce une CAN transitoire? C'est une CAN où on verra en tout cas les bateaux de commandement passer d'une génération à une autre, même si la plupart des joueurs qui vont jouer cette CAN seront à la première participation, sauf quelques cas particuliers, en l'occurrence les chansons Memba et autres. Mais est-ce qu'après cette CAN, on doit s'attendre à une passation de pouvoir entre disons, c'est de la trentaine et certains jeunes qui sont nouveaux Léopards, en l'occurrence les Balukicha, pourquoi pas les Grady Diangana, les Arnaud Loussamba et autres?
Smart, il y a des signes qui ne trompent pas. Mais les signes qui ne trompent pas déjà quand tu vois la liste des sabres. Quand tu vois Comme l'a dit, dans chaque secteur. Comme l'a dit Alain Kalonji, la pépinière en fait. Il sait, la pépinière, déjà en offre, Alain a dit ça, que les sabres est en train d'enlever le cadre. C'est comme qui dirait que, en Lingala, si je permets, Azo, soyons Azo fou la quoi. Donc c'est ce que le sabre est en train de faire. C'est bon. Vous voyez, le sabre venir mettre un Marcel Tisserand de côté, qui est régulier, je le rappelle, avec son équipe de l'Arabie Saoudite. Mais ce Tisserand-là ne revient plus. Pourquoi? Parce que le sabre veut tourner la page. Il est fait mollo-mollo. Parce qu'on ne peut pas mettre l'ancienne génération à la porte si rapidement, de peur que ça crée de frustration hors terrain, de frustration dans le média. C'est un travail des fois qui est fait progressivement. Ça se fait progressivement et ça part crescendo. Donc en ce moment déjà, en revenant sur ta question, à s'attendre à une canne transitoire plutôt, je le dis oui. Parce que déjà, je me dis qu'un certain Cédric Bakambu par exemple, sera à sa toute dernière canne si le gars ne revient pas réellement à son niveau. Parce qu'en ce moment, si on sélectionne Cédric Bakambu, c'est pour son vécu, c'est pour son aura. Pour son background avec cette sélection-là. Voilà. Maintenant, si il ne le prouve pas sur le terrain avec son club de Galatasaray, des sabres sera contraint de le mettre hors cadre, de le mettre hors groupe. Raison pour laquelle il est en train de faire déjà intégrer le gars comme Simone Manza pour s'enquérir de l'ambiance, s'enquérir de l'expérience, s'enquérir de ce qui s'est fait autour de l'équipe nationale. Vous voyez, moi je me dis que le seul cadre qui sera, c'est comme qui dirait dans le domaine de l'aviation, qui sera ces rescapés là, ça peut être Chancel Memba. Parce que Chancel Memba quand même, il est ce cadre constant d'abord en termes de performance en club, il est régulier et surtout que c'est le joueur le plus capé de la sélection nationale, il compte 66 caps à l'heure actuelle. Et surtout, c'est le joueur aussi ayant le plus participé aux Coupes d'Afrique des Nations lors de 6 dernières éditions. Mine de rien. Donc c'est lui-là qui va porter l'équipe nationale jusqu'en 2026. Donc attendons-nous vraiment à ces remaniements de fond avec Sébastien Le Sabre. Donc ne sont pas surpris parce que c'est parmi les missions lui assignées lors de sa prise de fonction. Il avait dit que je viens pour rajeunir l'équipe, pour reconstruire l'équipe. Et donc subissons que nos joueurs peut-être qui nous charment, les joueurs qui nous sont peut-être de chouchous, ne soient plus repris dans le temps. Aujourd'hui, Moukoko Amal est mis à la porte d'ailleurs. C'est pour cet arrière latéral droit, c'est un poste vraiment très compliqué en ce moment parce que non seulement il y a Kaloulou, il y a un Grady qui vient d'intégrer la tanière, c'est devient un poste très difficile à occuper. On s'est dit, est-ce que Moukoko Amal aura encore sa place dans cette sélection? Moukoko Amal, surtout avec ce qu'il a accusé comme insuffisance, je ne pense plus parce que le gars a eu la chance à maintes reprises. Moukoko Amal a été à plusieurs fois repris par le sabre lorsque Gédéon Kalou a été mis de côté. Mais le gars a vraiment accusé par exemple les insuffisances du point de vue tactique. Je crois que le gars manque quelques notions. Et avec le haut niveau, ça ne pardonne pas. Par exemple, je vais citer ce qui manque à Moukoko, c'est que j'appellerais l'emplacement et les replacements. C'est vrai que quand Moukoko Amal va à l'offensif, il rentre difficilement pour couvrir les arrières. Par exemple, dans un schéma où on demande à ce que nous puissions boucher les espaces. Moukoko Amal qui aime plus se projeter. Moukoko Amal qui aime plus mettre l'ambiance, la ferveur. Et quand ça reste vide là-bas derrière, ça permet à ce que l'adversaire puisse avoir des espaces à exploiter afin de faire mouche. On l'a vu contre la Mauritanie. Le but venu ici à Lubumbashi était dû à la maladresse ou soit au mauvais emplacement de Moukoko Amal. Donc avec ça, vous verrez que contre le Soudan, ce travail-là, Gédéon Kalou l'a joué avec brio. Et c'est pas pourquoi plusieurs personnes fustigent la prestation de Gédéon Kalou contre le Soudan. Pourtant, il était clinique. Pourtant, il était très clinique. Dans l'emplacement et le replacement, les gars étaient vraiment 10 sur 10. Vous voyez, il a joué sa partition perfecto. Donc, avec ça, déjà, de ça, c'est juger que entre Moukoko, entre Kalou, il n'y a pas photo. C'est le jour et la nuit. En tout cas, je suis désolé, sans pour autant le verser, sans pour autant être son opposant. Mais le gars, en tout cas, doit ne plus penser à la sélection. Surtout qu'il y a un Brahim Baye qui vient
d'arriver aussi. Ah voilà, c'est de lui que je voulais parler. Brian Baye, je confondais avec Grady Yangana qui évolue dans un autre poste. Et Emeraude Kamba, toi qui es jeune, toi qui aimes la jeunesse, est-ce qu'on partage les mêmes avis là? On s'est dit que cette sélection qui rajeunit de jour en jour, c'est une façon pour les sabres de pouvoir préparer la relève, puisque dans l'un de ses objectifs à moyen terme, il faudrait que la RDC puisse être présent en 2026 au Mexique, aux États-Unis ou au Canada. Pas comme les grandes équipes, les moyennes et les petites équipes confondent les meilleurs joueurs, les très bons joueurs et les bons joueurs. Okay. Aujourd'hui, en RDC, moi je pense qu'au-delà d'avoir cette très belle génération, au-delà d'avoir ces joueurs qui ont la volonté de jouer pour la sélection, ce ne sont pas assez de très bons joueurs. Ce sont certes des joueurs qui peuvent apporter, grâce à la collectivité, grâce à cette expérience acquise lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est une nation un tout petit peu limitée par rapport à d'autres aspects. Aujourd'hui, on n'a pas de numéro 8 assez technique, on ne le dit pas assez, mais aujourd'hui, on n'en a pas. Et on n'a pas. Alors qu'on ne donne pas l'exemple des Trésor Poutou, mais aussi, dans ces postes de latéral droit, on manquait de très bons joueurs, on manquait de très bons latéraux. Aujourd'hui, il y a Brian Bayeye qui vient peut-être pour couvrir les vides, mais ce n'est pas aussi un joueur qui peut se construire à la durée autant. Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas un joueur qui est aussi assez régulier avec son club. Et je ne pense pas aussi, même que Kouamari le faisait autant ce travail. Donc, aujourd'hui, on a peut-être des latéraux qui, la RDC, peut faire avec ses latéraux parce que, voilà, dans la moyenne, on n'a pas de joueurs à donner. On a que ce qu'on a aujourd'hui sur terrain. On a que ce qu'on a sur papier. Et peut-être avec la jeunesse, ça va arriver. Mais je pense que dans la période transitoire où la RDC jouera la CAN et après on verra ce que ça va donner après, je ne pense pas que le RDC a un latéral qui assure autant. On rappelle que bientôt nous serons en direct avec la Côte d'Ivoire. Nos techniciens travaillent ardemment pour pouvoir vous offrir ces tirages au sort qui a déjà commencé dans des cérémonies protocolaires. Tout à l'heure, j'ai remarqué Yaya Touré qui portait les trophées de cette CAN pour pouvoir la présenter à tout le public et les personnalités réunies au parc des expositions en Côte d'Ivoire. Et à l'instant même, c'est le président Patrice Motsepe de la CAF qui va prendre la parole avant que les festivités proprement dites du tirage au sort puissent commencer du côté des Ports Boué à Abidjan. L'entretemps, nous continuons de parler toujours de l'effectif des Léopards. L'un des cadres à signaler, c'est bien sûr Chancel Mbemba, le capitaine courage de cette sélection. Depuis un certain moment donné avec Marseille, est-ce qu'on doit dire qu'en club, il est en baisse avant la CAN? Ça baisse aussi son amplitude ou peut-être cette notoriété et le caractère sur terrain dans ce qu'il a incarné la saison dernière. Oui, Christian Smart, Chancel Mbemba, notre capitaine, passe par de mauvais moments, de très mauvais. C'est que il est entre la critique et surtout que quand tu joues en France, tu dois t'y attendre. Hein. En France, quand tu ne donnes pas assez à quoi on attend de toi, il y a vraiment de critiques et ça tire à les résultats, ça pardonne pas. Et maintenant, en ce moment ici, je pense qu'il retrouve ce repère. Déjà avec, surtout dans le club où il joue, pour le souligner que la performance, ou soit des prestations de Chancel Mbemba, est aussi conséquence, ou soit ça résulte de la politique du club. Okay. Aujourd'hui, une équipe qui joue la Ligue 1, Marseille, vous engagez un gars comme Marcelino. Il joue avec vous la pré-saison, il travaille avec l'équipe. Il joue quelques matchs de la Ligue 1, vous le limogez, vous placez Gattuso à la tête. Vous voyez, cette inconstance-là entre entraîneurs, ça fait que le joueur puisse se remettre en question, surtout que si le moral n'est pas vraiment fort, surtout que si le moral n'est pas au zénith. Okay. C'est très important parce que chaque entraîneur, Smart, a son discours. Vous voyez, chaque entraîneur a ses préférences. Déjà, quand je vois la saison dernière, comment est-ce que Chancel Mbemba a fini sa saison. Déjà, avec le gars Tudor ne le préférait plus pour prioriser Bellardi. Déjà, son moral, ou soit sa façon de travailler avait aussi baissé. Vous voyez, son rendement, son rendu n'était plus la même. Je disais que je ne pouvais plus donner le meilleur de moi-même parce que même si je le faisais, le coach va me mettre sur le banc. Parce que déjà, il faut le rappeler que Chancel Mbemba était le meilleur Marseillais pendant au moins 7 mois. Mais arrivé vers la fin, il a connu tout ce qu'il a eu, mais avec cet esprit de bosseur, cet esprit de résilience, esprit de boulot palais. De boulot palais, il a quand même essayé de retrouver ce marque. Et aujourd'hui, il est certes
titulaire, même si les médias, tels que Foot Mercato, les contestent plutôt, mais il s'est prouvé, déjà, il venait de marquer contre Brighton en Europa League, et le week-end passé, il a été aussi excellent que ça, lors de leur victoire au championnat. Et donc ça montre que Jocelyn Mbemba, il peut toutefois rebondir à chaque fois que les prestations semblent être maigres, parce qu'il est toujours titulaire en Marseille. On a un mot à dire quant à ces léopards, avec tout ce qu'il a connu comme problème. S'y présentera-t-il dans quelques mois, en janvier, avec ses vrais statuts d'un léopard sauvage? Je pense qu'il n'y a pas des choses à lui reprocher au sein de la sélection. Toutefois, ça ne peut pas manquer à Marseille, parce qu'on essaie, cette équipe a toujours des problèmes à chaque année. Mais après, pour la sélection, c'est que donne Chancel Mbemba, c'est pas réprochable. Donc aujourd'hui, on a peut-être un défenseur qui peut assurer, non seulement sur la pelouse, mais qui peut assurer aussi du côté discours. Il a de quoi à parler, il a de quoi à motiver ses copains, il a de quoi à motiver ses camarades. Donc je pense que cette équipe a un capitaine costaud qui peut avoir aussi les discours de quoi tenir devant un arbitre, qui peut aussi avoir déjà... justement, ça, les rôles d'un capitaine, oui. Un rôle du capitaine compte également sur le terrain. Ça compte sur le terrain. Alors, lorsqu'on a aussi des choses derrière, ça compte aussi. Aujourd'hui, on a un capitaine qui a un prix Marc Vivin Fouet. C'est on aura. Donc moi je pense que la RDC, au-delà d'avoir cet effectif, au-delà d'avoir ces joueurs qui donnent pour la sélection depuis les années, au-delà d'avoir ces joueurs qui ont joué plus les 15, je ne vais là parler, je ne peux pas aller dans tous les aspects statistiques, je ne peux pas entrer directement dans les polémiques marseillaises parce qu'on le sait, mais je pense que la RDC a un défenseur qui assure et on compte sur lui, Chancel Mbemba, est un cadre qui va apporter lors de cette Coupe d'Afrique dans les champs. En tout cas, si ce discours est exposé auprès du demi-dieu, je crois qu'il va se sentir un peu trop doué, mais il faut se dire que Dieu ne partage pas sa gloire. Alors nous allons continuer avec notre cadre Théo Bongunda. Lui qui a été tout feu tout flamme, arrivé au sein de la tanière depuis avant la débâcle contre le Maroc. Finalement, il avait un problème d'intégration, on ne savait pas, est-ce qu'il doit jouer sur le côté ou il doit rester dans l'entrejeu pour évoluer plein axe. Ce qui est sûr, ça reste un gaucher de très bonne qualité, mais depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, on sent curieusement qu'il a la possibilité d'être utilisé par les techniciens français, que ce soit sur le côté où il est buteur, que ce soit dans l'entrejeu où il arrive à apporter de l'animation offensive et être un très bon catalyseur. Qu'est-ce qui a changé depuis avec Théo Bongunda après ce qu'on a vu de lui durant les 3 ou 4 derniers matchs durant cette campagne des éliminatoires? Mais avec Théo Bongunda, c'est un problème de coach et de vision. Sébastien Desabre, quand il a pris l'équipe, il a essayé de suivre l'évolution et il a vu à quoi ressemblaient ses attaquants. Et il a essayé d'analyser chaque point fort de ce joueur. Il a compris qu'avec un certain Théo Bongunda, il peut jouer non seulement de caler sur le côté, mais aussi entrer dans l'entrejeu. Surtout avec sa patte magique, sa patte gauche magique, il peut bien dribbler, il peut bien s'amuser avec le ballon et surtout qu'il peut bien trouver son avancement. Déjà quand tu regardes le but contre Cédric Bakambu, il a récupéré et il a fait la passe. Et surtout que, moi je me dis que Théo Bongunda de Cadiz n'est pas le même Théo Bongunda de Sparta. Vous voyez, avec Cadiz, il était un peu trop technique, il était bon balle au pied. Mais aujourd'hui, j'ai vu un Théo Bongunda dans un autre registre. C'est-à-dire, un Théo Bongunda qui peut être bon avec le ballon, mais un autre Théo Bongunda qui peut être bon sans ballon. Regardez-moi le match contre le Soudan. Théo Bongunda était sur tout le ballon. Il faisait un effort de le redescendre pour défendre. Il participait au jeu. Il venait chercher le ballon pour essayer de remonter les blocs de la RDC. On va voir si il a marqué, oui. Voilà, c'est Théo Bongunda là-dedans. Sébastien Desabre a voulu mettre comme leader technique de l'équipe nationale. Moi, je me dis qu'actuellement, si tu regardes avec moi Christian Smart, les 3 derniers matchs phares de la RDC, Théo Bongunda s'est illustré avec brio. Le match contre le Soudan, le match contre l'Ouganda, le match amical contre l'Ouganda et le match même contre la Mauritanie à Nouakchott. Donc, j'ai dit qu'en ce moment-ci, on peut se dire qu'on a retrouvé ces leaders techniques qui nous manquaient depuis le départ de Yannick Boulassi. Exactement. L'homme par qui le danger peut passer. Alors, nous allons revenir sur Théo Bongunda pour pouvoir poser une autre question dans une autre dimension. Mais qu'est-ce qu'il y a à retenir jusque-là avec Théo Bongunda en sélection?
C'est un joueur qui fait le bonheur de tout un peuple, de toute une nation. Théo Bongonda nous gratifie par son talent, nous éblouit à travers ce but, comme son récent but qu'il a, c'est la qualification des Léopards lors du éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations face au Soudan, 2-0, victoire ici. Il a fait ses débuts en sélection en 2022 sur ses couleurs en sélection, 7 matchs déjà officiels, joué 2 buts marqués pour Théo Bongonda, mais avant, il a réussi de sa participation en sélection d'âge belge. Le joueur de 27 ans, il a fait le tour d'Europe, ses débuts en Belgique avec la formation des Zout Wargame 2013-2015, 49 matchs, 5 buts marqués. À Celta Vigo en Espagne 2015-2018, 77 matchs, 8 buts marqués sous les couleurs espagnoles, prêté à Trabzonspor en Turquie. Retour à Zout pour un prêt et acheté ensuite en 2019 avant d'être transféré pour 4 ans avec la formation de Genk, la Belgique, où il a joué 111 matchs, 36 buts marqués. En 2022-2023, il joue pour Cadiz et transféré ensuite pour Spartak Moscou. Il joue actuellement 6 matchs déjà, 4 buts marqués. Théo Bongonda parmi les joueurs en sélection où la RDC peut compter lors de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui se joue en 2024. Un très bon focus sur Théo Bongonda que nous a proposé Moukamba, merci. Je suis très ébloui par ça. Justement, puisqu'il s'agit de lui, il a aussi un mot à dire. Nous allons écouter Théo Bongonda en interview exclusive du côté de l'Espagne. C'était il y a exactement 48 heures où il s'est exprimé par rapport à son rôle à jouer dans l'équipe, mais par rapport au climat également qui règne, mais surtout par rapport au frisson qu'il a eu après qu'il ait été scandé par tout un stade. Théo Messi. On est très content d'avoir pu qualifier le pays. Je pense que c'était une joie immense pour tout le monde. Donc voilà, maintenant il faut se concentrer sur les échéances à venir et continuer à performer comme on l'a fait les derniers matchs. Très bien organisé. On est mis dans les meilleures conditions, donc voilà, maintenant c'est à nous de faire le travail. Je pense qu'on est tous là pour continuer à se montrer. Il y a de plus en plus de très bons joueurs. Donc comme je dis, c'est à nous de faire le travail et on va essayer d'aller pour gagner les 2 matchs, pour bien arriver en confiance dans les matchs de qualification pour la Coupe du Monde avant la CAN. Comme j'ai dit, ça m'a fait une sensation vraiment différente des autres. J'ai déjà joué dans beaucoup de stades avec beaucoup de personnes, mais ça je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre et c'était un sentiment que j'oublierai jamais. Moi j'ai été formé, j'ai commencé au Sporting de Charleroi à l'âge de 11 ans. Je suis passé par l'académie Jean-Marc Guillou pendant 5 ans. Puis je suis parti à Zulte Waregem, Celta, j'ai été en Turquie, puis je suis revenu à Zulte, j'ai été à Genk, Cadiz et maintenant je suis au Spartak Moscou. Je pense que moi, en tout cas, à titre personnel, chaque fois que je viens ici, je suis très content parce que je connais beaucoup de gens. L'ambiance, elle est bien, on a un bon coach. Donc, c'est vraiment un plaisir de venir ici en sélection. Je reçois beaucoup d'amour des fans. On est vraiment beaucoup des Congolais. Et je voulais juste dire merci et que j'allais continuer à me donner pour le pays. Que je suis très fier de représenter le Congo et comme je l'ai dit sur Twitter, j'ai jamais regretté un instant d'être ici. Au contraire, je suis vraiment honoré et super content. Finir cette émission, bien avant de pouvoir aller du côté de la Côte d'Ivoire pour pouvoir parler des Bongonda.
le danger réel qu'il crée sur le côté, comme buteur ou comme passeur, les dangers qu'il crée de l'entrejeu lorsqu'il est placé en milieu de terrain, est-ce que on peut dire que c'est lui qui peut composer comme la plaque tournante où on pourrait faire tourner le plan de jeu autour de Théo Bongonda? Bon, moi je pense que oui, parce que voilà, la RDC, aujourd'hui on a un ailier qui est capable aussi de jouer dans l'axe, on a un ailier qui peut jouer aussi dans le milieu de terrain, qui peut faire cette complémentarité entre lui et le médiateur s'il est attaquant. Donc moi je pense que Théo Bongonda peut jouer ces deux rôles à la fois et la RDC aussi peut compter sur lui. Donc je pense que la RDC doit compter d'abord sur les accélérateurs, passer par les médiateurs qui seront capables d'alimenter les milieux de terrain, aussi l'attaque. Pourquoi pas marquer, parce que Théo Bongonda nous a prouvé de quoi il est capable, non seulement techniquement, lui aussi il est capable d'être buteur. Moi je pense que ce sont des joueurs que la RDC manquait et que la RDC peut compter sur lui. Alors quels adversaires pour la RDC en dernier ressort? C'est pour 30 secondes que je donnerai la parole à Genovic pour pouvoir nous dire à quoi s'attendre après ce tirage que nous allons découvrir en off dans quelques poussières de minutes. Voilà, je vais essayer de pronostiquer un peu rapidement à la lumière de Chapeau. Moi je dis que les meilleurs groupes que la RDC peut se retrouver, je pense que ce sera avec la Côte d'Ivoire, et que la Côte d'Ivoire partage le chapeau 1, peut bien être accompagné d'une équipe ou soit d'un pays venu du chapeau 3, je vois la Zambie, et pourquoi pas revoir la Tanzanie, parce que ça sera pour moi un groupe quasi abordable pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais déjà quand nous sommes là, on ne peut pas dire que toutes les équipes sont faciles à manœuvrer, voilà, parce que c'est la Coupe d'Afrique et chacun vient jouer sa carte. Donc en ce moment-là, on peut se dire que toutes les équipes valent, toutes les équipes ont un mot à dire dans cette CAN. Donc ne venons pas avec ces sursauts d'orgueil, c'est disant que nous sommes la RDC, on peut facilement taper la Tanzanie, ou soit facilement marcher sur la Zambie, parce que je dois le rappeler que si on tombe sur la Zambie aujourd'hui, la Zambie retrouve la CAN après 3 éditions manquées. C'est l'une des équipes le plus régulière par le passé, qui a passé par une période transitoire, une période de régénération. Aujourd'hui, ils ont l'une des meilleures générations conduite par un certain Pascal Daka qui joue du côté de la SR. Donc pour moi, je peux dire qu'un groupe avec la Côte d'Ivoire, pays organisateur, la Zambie, la Tanzanie, peut faire l'affaire, la RDC peut sortir à la tête du groupe. Alors voilà, du côté de la Côte d'Ivoire, le tirage a déjà commencé. Merci à vous d'avoir été nombreux ensemble avec nous pour pouvoir en tout cas voir cette émission spéciale Léopard, pour pouvoir nous mettre dans le bain. Je rappelle que RDC jouera demain face à la Nouvelle-Zélande en Espagne, à Mauricia, pour le compte des matchs amicaux. Les 4 jours plus tard, ce sera au tour bien sûr de l'Angola de pouvoir croiser les fers en match, en tout cas en friendly game, match amical aussi face au Panthère Noir, c'est Léopard face à Panthère Noire. Et juste après ça, nous allons aussi découvrir quand sera-t-il de groupe de cette CAN qui se jouera à 24, 3e édition de ces formats, 34e édition dans l'ensemble. Je rappelle, RDC en sera à sa 20e édition, 2 fois champion, 2 fois classé 3e. La RDC viendra avec les statuts d'un retour, et pas n'importe quel de retour. À sa tête, une belle organisation, une très belle génération menée par un très bon sélectionneur, manager. On vous prévient, le Congo est de retour et nous n'allons pas faire des cadeaux. Nous espérons aller le plus loin que possible. Merci à Niskans Langri, merci à Emerald Kamba, et aussi merci à Genovic Lumunagno. Sans oublier bien sûr l'équipe technique qui nous a accompagnés, à laquelle on gère la prise de vie avec Chadrin du côté de la régie, toujours assisté par le professionnel et maestro Christian Béa. Merci également au directeur sportif de l'IDESC Sport des Canal Mercure, Monsieur Joulet, très très sain réformateur. Un grand merci également à la coordination de la chaîne, sans oublier la direction du programme pour la confiance réitérée par rapport à Parlons Foot. Ici, nous parlons sans gueule de bois, nous parlons sans réserve en ce qui concerne les sports rois, et surtout les analyses entre les lignes, les décryptages. Ça continue, la saison 2 de Parlons Foot. Je prends congé de vous, mais j'aimerais vous dire une chose. N'oubliez pas, ce qui compte, c'est le foot et encore le foot.